Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Simple. Aujourd'hui, je suis au Muséum de Bordeaux avec l'équipe de médiation qui va nous raconter en quoi consiste leur métier. Je suis avec Lucie, Corentin et Mathilde. Bonjour à vous trois. Bonjour. Donc, bonjour Corentin. Bonjour. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et bonjour Lucie. Alors Mathilde, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, me raconter les études que tu as faites et pourquoi tu as décidé d'être médiatrice ? Oui, bien sûr. J'ai fait une licence en biologie, donc après un bac SVT, j'étais passionnée par la biologie. Donc j'ai fait une licence en bio, naturellement. Et puis après, j'ai continué en master en biochimie. Donc c'était plutôt un master recherche pour travailler dans des labos de recherche. Tu voulais être chercheuse à la base ou ? Pas du tout. C'était vraiment, j'avais envie de découvrir en plus... plus en plus, voilà, la biochimie, la biologie moléculaire. Okay. J'étais passionnée en fait de l'interface entre biologie et chimie. Donc j'ai fait ce master. J'ai eu une bourse de thèse et j'ai décidé finalement de faire de la médiation. D'accord. Pourquoi ? Et parce qu'en fait, j'avais découvert la médiation quand j'étais en licence de biologie. J'avais commencé à travailler au Muséum de Dijon. Et j'avais adoré. Vraiment, je trouvais ça incroyable, ce métier dont on va parler. Et finalement, à la fin de mes études, je me suis dit, est-ce que je choisis de faire une thèse ou je choisis de continuer cette passion, ce métier passion. Et j'ai décidé de continuer la médiation. Voilà. Et donc après ça, est-ce que tu as fait d'autres études en médiation ou tu es allée direct, t'as frappé à la porte de Bordeaux ? Exactement, c'est un peu ça. Quand je suis arrivée à Bordeaux, du coup, pour mon master de recherche, j'ai commencé à travailler dans un autre centre de sciences qui s'appelle Cap Science. Donc pendant mes études, j'y ai travaillé pendant 2 ans et du coup j'ai continué juste après mon master à la fin à y travailler et puis après je suis arrivée au Muséum de Bordeaux. Voilà. Et alors la toute première fois, donc quand tu étais en licence et que tu es allée vers la médiation, pourquoi la médiation ? Un peu par hasard. Je cherchais un boulot étudiant et donc j'avais regardé un petit peu les offres. Qui étaient en lien avec de la science c'est quand même, avec la biologie quand même pour rester... en lien avec ça et j'avais trouvé cette offre de médiation et je m'étais dit c'est super chouette en fait de transmettre la science auprès de tout public et en plus dans un lieu qui a les capacités de nous montrer plein de choses, des animaux, des végétaux, tout ça. Et je m'étais dit mais ça serait super sympa de rejoindre cette équipe et c'était une toute petite équipe très, très familiale et très sympa. Et comme ici en fait, comme au Muséum de Bordeaux, on va en parler un petit peu mais c'est très, très sympa d'y travailler. Et donc du coup là ça fait combien de temps que tu es ici ? Alors ça va faire 1 an et j'entame ma 4e année de médiation du coup. D'accord. Voilà. Et c'est toujours une passion ? Exactement. Je compte bien continuer dans ce métier le plus possible. Ouais, ça s'entend dans ta voix en tout cas, c'est vraiment chouette. On va passer à Corentin. Même question pour toi, comment est-ce que tu en es arrivé à ouvrir la porte du Muséum de Bordeaux ? Alors c'est aussi complètement par hasard. Moi mes études ça a été très chaotique. Après un bac S je suis parti en droit, ça me plaisait pas du tout. Je suis reparti en histoire, je me suis réorienté en archéologie. Ah ouais, ok. J'avais commencé un premier master sur l'artisanat du bois de serre à l'âge du fer, mais je ne l'ai pas fini. Et je suis reparti pour un autre master en archéozoologie. Je me suis spécialisé sur les reptiles et amphibiens. D'accord. Et mon objectif, c'était de faire une thèse. Je voulais être chercheur à tout prix. Pourquoi ? C'est mon rêve de tout petit, en fait. J'ai toujours voulu être chercheur. Le petit garçon qui aimait les dinosaures, comme tous les petits garçons, moi, j'ai jamais arrêté. Et les dinosaures, c'est un peu dur à étudier. Donc, les reptiles amphibiens en archéologie, c'était cool. D'accord. Et j'ai pas eu la thèse que je voulais en fait. Je me suis dit je vais prendre un travail en patientant de faire le dossier de thèse. Pour l'année d'après du coup ? C'est ça exactement, je me donnais à peu près 1 an. Et en fait c'est une amie qui m'a dit bah tiens si tu cherches un travail, j'ai vu sur Facebook que le Muséum de Bordeaux recrute. Je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Et donc c'était il y a 1 an, je suis arrivé au Muséum de Bordeaux et j'ai eu un coup de foudre pour ce travail. Donc je ne cherche plus de thèse. Et... je ne veux plus partir, plus jamais. Non, là je suis bien ici, donc je vais plutôt chercher à passer des concours pour rester dans les musées. D'accord. Et non, C'est marrant parce que tous les deux, en fait, c'est un peu un hasard, mais on voit que ça a déclenché une passion et c'est vraiment chouette à entendre. Ouais, c'est un univers que je connaissais pas du tout parce qu'étonnamment, on nous en a pas tellement parlé comme d'un débouché possible. Soit on devient directeur de musée, soit on devient chercheur, mais il n'y a pas de... On ne peut pas parler aux gens dans les musées en fait, donc ça a été la découverte. Bah là on parle de vos parcours, mais juste après vous allez nous raconter vos métiers et ce que vous faites en vrai, qu'est-ce que vous faites tous les jours. Si ça ne te dérange pas Quentin, on va passer à Lucie. Donc Lucie, toi tu es la responsable du pôle médiation.
Oui, exactement. T'es un peu la maman du coup des médiateurs. Un petit peu la maman. Toi, qu'est-ce que t'as fait avant? Comment t'es arrivée à travailler ici? Alors moi, c'est tout aussi particulier que les autres. Alors moi, j'ai fait une licence biologie générale, sciences de la Terre et de l'univers. D'accord. Ensuite, j'ai fait un master métier de l'enseignement et de la formation pour être professeur des SVT. Donc j'ai été professeure des SVT voilà, pendant 4 ans et puis juste après le Covid je me suis un peu renseignée sur la médiation parce que je me suis rendu compte que je faisais de la médiation pédagogique avec mes élèves. Pendant le confinement, vous savez tous qu'il a fallu se débrouiller, innover, voilà exactement. Et je cherchais des outils, je me posais des questions sur comment intéresser au-delà de la classe au final, parce qu'on n'était plus en classe. Et donc je me suis inscrite à un master médiation, donc médiation et médiatisation des savoirs. D'accord. De Bordeaux ? De Bordeaux, exactement. J'ai eu mon master et pendant cette année de master, j'ai pu faire un stage au muséum. Et là, j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas. C'était celui de responsable du pôle médiation. Et quelques mois après, j'ai eu la chance d'être nommée à ce poste. Donc voilà, c'est un peu atypique, mais en même temps, c'est dans la science et dans le partage et dans la transmission. Et donc... c'est top, mais on verra, je pense, avec ce podcast, il y a pas un parcours qui se ressemble. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens qui communiquent la science, il n'y a pas un parcours roi. Il y a des gens qui viennent de sciences, des gens qui n'ont pas forcément d'études de sciences derrière, etc. D'autres qui ont fait une thèse, qui ont quitté la recherche, etc. Il y a vraiment de tout, donc c'est hyper enrichissant, je trouve, d'entendre toutes vos histoires. Et je vais te garder, Lucie, puisque tu as le micro. Qu'est-ce que c'est être médiateur au musée? Donc, ils vont nous raconter comment les spécificités, qu'est-ce que vous faites. Mais du coup, à quoi ça sert un médiateur? Alors, nous, au muséum, je rebondis sur ça, on a une équipe de 10 médiateurs scientifiques. C'est pour ça qu'on parlait des parcours un peu différents. Et effectivement, en fait, si on les prend un par un, ils ont tous 10 parcours différents. Ce qui est super, c'est on peut du coup... avoir une multitude de connaissances diverses et c'est très enrichissant pour le muséum déjà premièrement et ensuite donc on a 5 médiateurs qui sont au sein du muséum tous les jours. D'accord. Et c'est de la médiation postée, donc c'est-à-dire que c'est des médiateurs scientifiques qui sont dans les expositions. D'accord. Pour susciter la curiosité, pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre nos expositions, les thématiques scientifiques, s'ils ont des questions sur les spécimens. Voilà, le médiateur scientifique, il est vraiment là pour accompagner l'expérience de visite du public, de tous les publics. Il va à la rencontre du visiteur et en même temps, les visiteurs, ils viennent aussi à la rencontre des médiateurs. Donc, c'est vraiment un échange. Voilà, après, ils en parleront plus en détail tout à l'heure. Ils vont, juste après. Exactement. C'est le premier contact humain entre le public et le muséum. Ça fait vraiment le lien. Top, on va passer aux deux pour que vous puissiez nous raconter, Corentin ou Mathilde. Donc vous, c'est quoi votre journée type? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une grande question, puisque notre métier, c'est un métier que personne ne connaît, à part si on travaille dans un muséum. Mais sinon, les visiteurs viennent très souvent nous voir en fait, pour demander ce que c'est notre métier, quelles études on a fait, pourquoi on est là. Donc c'est une question que tout le monde se pose. Comme le disait Lucie, notre métier, c'est vraiment de faire le lien entre les expositions et le public. Souvent dans les musées en général on voit des gardiens de salle qui sont assis, qui surveillent les œuvres, qui sont dans leur coin et à qui on ne parle pas. Nous c'est totalement différent, le but c'est vraiment d'avoir le plus de contact avec le public et d'être présent pour eux. Donc une journée type on va dire, c'est on arrive avant l'ouverture du musée. Quand il y a des groupes scolaires, on les accueille, puisqu'on fait aussi de l'accueil de groupes scolaires. Et ensuite, à l'ouverture du musée, on présente aux visiteurs les expositions. On leur dit que s'ils ont des questions, on est là pour ça. On fait aussi plein de visites. On leur parle de plein de sujets différents. Mais ça, je pense qu'ils vont vous en parler aussi. Corentin pourra très bien vous en parler. On utilise plein de choses différentes en fait, pour répondre à leurs questions. On fait des visites flash, des petites visites courtes. On a des chariots pédagogiques aussi pour illustrer notre discours et répondre à certaines questions de manière plus pertinente. Donc on a vraiment plein d'outils à disposition. Et notre but premier, c'est de montrer aux visiteurs qu'on est là et qu'ils peuvent venir vers nous et qu'on peut rendre accessible la science et les expositions.
Corentin, t'attends toujours que les gens viennent vers toi ou tu vas vers eux? Ça dépend de l'affluence déjà. Ouais. Non, on a tendance à aller vers les gens parce qu'ils ont parfois du mal à briser la glace. Justement parce que c'est un peu il n'y a pas beaucoup de musées qui ont une médiation postée comme nous. Postée, ça veut dire qu'en gros, vous êtes là, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a un médiateur par étage. D'accord. Constamment. Par étage, c'est pas par exposition? Alors... Si. Pour l'été, on en a un de plus parce qu'on a 2 expositions au sous-sol. Ouais. Mais dans l'année, en fait, non, c'est un par étage. D'accord. Donc on présente les expositions. Effectivement, il y en a au premier étage, il y a 2 expositions et au sous-sol, on peut en avoir deux en même temps. Ouais. Et en fait, le reste de l'année, le 5e médiateur est là entre midi et 2 pour prendre les relèves pour la pause déjeuner. C'est juste histoire que il y ait vraiment constamment un médiateur à l'étage. Ouais. Donc du coup, souvent, on va voir les visiteurs quand ils arrivent pour dire bonjour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Éventuellement, présenter l'exposition très rapidement en quelques mots. Il ne faut pas tout de suite les assommer avec trop de détails. Il faut les laisser arriver, s'imprégner un peu, avoir des questions. Parce que souvent, quand on arrive, on n'a pas forcément de questions. Et puis au fur et à mesure, on voit des bestioles bizarres. Enfin là, il y a tellement de trucs. C'est fantastique, ça donne envie d'en savoir plus. Donc je suppose qu'une fois qu'ils ont passé 5 minutes... Oui, c'est ça, mais souvent, quand ils arrivent, ils n'ont pas tout de suite de questions, évidemment. Du coup, les expositions, si on rentre dedans directement sans aller voir de quoi ça parle, on peut être un peu perdu. Où est-ce qu'on est? Pourquoi ici je vois que des mouettes et de l'autre côté il y a une panthère? C'est vrai que c'est un peu étonnant. Donc en fait, une petite présentation rapide de la salle, indiquer qu'il y a des petits tiroirs à ouvrir par-ci, des tablettes par-là, et puis ensuite, une fois que la glace est brisée, c'est plus facile de venir nous voir. Bah oui, parce que les tiroirs, en plus, dans un musée, généralement, on a peur de toucher. Et là, j'avoue, on a ouvert les tiroirs tout à l'heure, dans lesquels il y a des choses, il y a des crânes, il y a plein de trucs. C'est vraiment génial, mais c'est vrai qu'il faut peut-être leur dire, allez-y. Il y a des petites étiquettes et tout, mais c'est vrai que ça fait peur toujours dans un musée de toucher des trucs. Et alors, vous êtes bien, donc médiation postée, donc comme vous avez dit tout à l'heure, donc vous êtes là, vous êtes présent. Vous êtes aussi bien visible, parce que les gens ne vous voient pas, ils vous entendent, mais vous avez des blouses blanches sur lesquelles il y a plein de trucs. Et dans la poche, il y a... Donc vas-y Mathilde, raconte-nous. T'as monsieur, voilà, tu le sors. Alors c'est dommage, on peut pas voir, mais Mathilde vient de sortir une petite peluche de sa poche qui est trop mignonne. Déjà, est-ce qu'il a un nom? Non, parce qu'il est tout nouveau. D'accord. Donc la customisation des blouses, en fait, ça arrive au fur et à mesure. Ouais. Il faut savoir qu'on a une blouse, du coup, c'est notre tenue de travail obligatoire. Ouais. Ça permet que le visiteur, directement, il nous repère. Okay. N'importe quel étage, n'importe quel médiateur a sa blouse. Okay. Et ça montre qu'on est disponible. Et ensuite, cette blouse, on peut la personnaliser selon ce qu'on préfère, les animaux dont on adore parler, nos spécialisations aussi qui viennent parfois de nos études. Donc là, moi, ma petite peluche, c'est un hérisson, puisque quand j'ai passé mon entretien au muséum, j'ai parlé des hérissons. Et donc, c'est un peu un clin d'œil, c'est celui qui m'a fait rentrer au muséum. D'accord. On n'a pas que les petites peluches, on a aussi des petits badges, des petits pins. Alors, il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont pas beaucoup. Pareil, ça dépend. Toi, t'en as pas mal, hein? Ouais, j'ai ma petite collection, je fais mon bout de chemin. Donc, ça peut être nos animaux préférés. Moi, j'en ai un avec une baleine, puisqu'on a un superbe squelette de baleine au 2e étage. Ouais. Et si on regarde bien, il y a un astronaute avec la baleine. Ça montre aussi qu'on peut être passionné par d'autres choses, pas seulement les sciences naturelles, mais aussi l'astronomie, la biologie végétale, enfin des choses autres, on va dire. Donc ça montre aussi nos passions qui vont nourrir nos connaissances et nourrir aussi notre approche avec le public, puisqu'on a vraiment tous des parcours très différents, mais aussi des connaissances très différentes. Oui. Ouais. Donc ça permet de montrer un petit peu ça. Voilà. Et donc Corentin, toi, il est plus vieux déjà. Oui. Il a traîné. Elle a un an. C'est une petite peluche de crocodile qui s'appelle Marie-Charles. Alors, c'est une référence pour Marie Anning, une paléontologue du 19e siècle, et Charles Darwin. Ok. Qu'on ne présente plus. Et effectivement, elle, je l'ai eu dès le début. Alors, moi, j'ai peu de pins, mais j'avais tout de suite mon petit crocodile dans la poche. Parce que ça m'amusait beaucoup. D'ailleurs, c'est parti un peu loin puisqu'elle a une page Instagram. Donc, ah ouais, carrément. Ouais, et du coup, tu prends des photos dans le muséum de Marie-Charles? C'est ça. Alors, pas beaucoup parce que pas trop le temps non plus. Mais oui, elle a sa petite page Instagram où on parle du musée, de on médiation. la mettra en description. Et après, c'est vrai que
Alors c'est que la blouse, effectivement, ça nous permet d'avoir une unité d'équipe, mais d'être visible aussi. C'est ça. Et puis aussi de montrer qu'on est là pour apporter des connaissances scientifiques. Et c'est vrai que ça peut être... déjà, on se ressemble vite tous, donc ces décorations personnalisées permettent de marquer nos personnalités. Et de paraître un petit peu plus sympathique aussi, parce que la blouse, ça peut faire un petit peu peur, notamment depuis ces dernières années. Donc ça nous rend plus sympathiques. Et ça peut aussi être un outil pour briser la glace, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a 2 semaines, il y a des gens qui sont venus me voir, ils ont dit « Il y a un crocodile dans votre poche, est-ce qu'on peut vous parler de crocodile ?» Alors j'étais évidemment ravi, puisque j'adore parler de crocodile. Ça peut aussi permettre, j'avais une fois une petite fille qui est rentrée avec sa grand-mère et qui était terrifiée, parce que c'est vrai qu'on est un muséum d'histoire naturelle, on présente beaucoup de spécimens naturalisés. Donc pour le dire un peu crûment, c'est des animaux morts. Et il y a des enfants qui sont particulièrement sensibles à ça et terrifiés. Et je lui ai sorti ma peluche, je lui ai dit les animaux que tu vois autour, c'est un peu comme la peluche, sauf que ce sont des vraies écailles. Et en ramenant une échelle de jouets, ça l'a rassurée et elle a pu visiter le musée quand même. Ouais, donc la peluche, c'est pas juste un petit gris-gris, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous différencier. Ça peut devenir et puis de briser de briser la glace. Lucie, les autres, qu'est-ce qu'il y a comme peluche? Qu'est-ce qu'il y a comme peluche? Alors Guillaume a un petit écureuil. Ah, ouais. Oui. Azalaïs a un poulpe. Ouais. Il y a quoi d'autre? Il y a le flamant rose avec Olivia. Ensuite... Non, en peluche, c'est tout. Mais par contre, les badges, les pins, oui, je vois ça. C'est la foire. incroyable. En fait, ce qui est important dans ces blues, c'est qu'effectivement, un visiteur, quand il rentre, donc déjà quand il rentre dans un muséum, le rapport des sciences avec la société, c'est jamais trop facile. Et donc quand il rentre dans le muséum et qu'il voit des blouses blanches, il se rapporte forcément au corps médical. Et donc là, on leur montre des scientifiques qui sont assez sympathiques, qui vont leur apprendre plein de choses et qui sont là pour les accompagner. On peut rentrer dans un muséum et ne pas... tout connaître de la science. On peut rentrer dans un muséum et être complètement amateur, se poser des questions un peu lambda, j'ai envie de dire, même si toutes questions sont bonnes. Et je trouve que c'est très important, et donc c'est pour ça que personnaliser sa tenue de travail, je pense, favorise l'échange, le contact, et on se rend beaucoup compte en ce moment, de plus en plus en tout cas, que les visiteurs, y en a plein qui viennent et qui savent qu'il y a des médiateurs scientifiques qui sont avec leur blouse blanche et que, on va pouvoir poser plein de questions, et ça c'est chouette. Et comment c'est venu la première fois cette histoire de customisation? Est-ce qu'il y a un médiateur ou une médiatrice un jour qui a ramené sa peluche ou des badges, ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là? Enfin, comment c'est arrivé? Alors, le muséum est ouvert depuis 2019 et donc effectivement, la première équipe, je ne l'ai pas connue. Mais je pense vraiment que c'est un médiateur qui est arrivé, qui a customisé, et puis on s'est dit que c'était pas mal, et puis petit à petit, effectivement, si ça a un lien avec la science, c'est toujours un peu fun, et comme je l'ai dit, ça suscite un intérêt en tout cas. Moi, ma peluche, c'est le campagnol. Je l'ai au-dessus de mon bureau. Parce que j'adorais raconter la science du cerveau et de la fidélité du campagnol. Donc voilà, même moi, j'ai une peluche, alors qu'au final, je m'en sers pas. Là, on a parlé de badges, de peluches. Est-ce que vous avez d'autres objets? On ne travaille pas beaucoup plus que ça avec nos tenues. A priori, Mathilde, tu pourras peut-être me contredire après. En outil de médiation, pour nous, ce qui est surtout important, c'est le chariot pédagogique. On a un petit chariot à chaque étage également. D'accord. C'est un petit chariot qui est à chaque étage avec dedans plusieurs spécimens pédagogiques qui sont là pour compléter les expositions. Et donc, on peut les sortir, les présenter au public et... construire un petit discours autour explicatif pour éclairer un point, compléter, répondre aux questions. Ça suscite de nouvelles questions, et assez vite on fait une nouvelle forme de médiation avec ça. Alors, spécimen pédagogique, ça veut dire des vraies bestioles que vous avez, en gros, que vous sacrifiez pour la médiation?
qu'on peut toucher, etc. Oui, voilà, exactement. Les spécimens pédagogiques, c'est ceux qu'on ne va pas mettre dans les vitrines. C'est ceux dont on se sert pour donc les ateliers, là pour les chariots. Et en fait, c'est des spécimens qui ont été montés pour pouvoir les toucher. On sait que voilà, ils vont prendre un peu. Forcément, ils vont durer moins longtemps que les autres. Exactement. On s'en occupe un peu plus parce que forcément, il faut faire des fois des retouches. Mais oui, c'est ceux dont on se sert pour faire la médiation avec... parce qu'en fait, le visiteur, souvent, il vient et quand il voit, il a envie de toucher. Bah oui, non mais il y a des animaux qui sont... ils ont l'air doux, donc ça donne envie de toucher. Exactement. Et donc, on trouvait que c'était très important de pouvoir permettre ça parce que apprendre, on apprend en écoutant, on apprend en regardant et aussi en touchant parce que c'est une expérience sensorielle aussi. Bah ouais. Donc voilà, puis ça reste en plus, quand on a touché, on s'en souvient plus. Et ça reste. Et alors, il y a à peu près 3500 spécimens en gros dans le musée en général, mais il y a le centre de conservation, c'est ça, qu'on a 1 million. Exactement. Et moi la question c'est comment est-ce qu'on choisit un spécimen pédagogique ? Est-ce que c'est déjà un spécimen qui est un peu abîmé ou alors qu'on a en beaucoup d'exemplaires, parce que vous le sacrifiez un peu au final. Alors, il faut savoir quand même que les médiateurs font attention quand mais les gens qui les touchent et tout. Après, il y a quand même ils sont moins bien conservés probablement. Ils sont un peu moins bien conservés. Alors après, ça marche bien. Pas tous. D'accord. Vraiment, ils sont quand même beaux. En fait, on a beaucoup de spécimens. C'est vrai qu'il y en a certains, ce sont des anciens, mais pas tout le temps des anciens parce qu'avant on utilisait des produits chimiques que maintenant on n'utilise plus. Donc effectivement ça on évite. Mais voilà, on a plusieurs écureuils, donc on va en choisir un qui a un beau poil soyeux, une belle posture par exemple. Et puis voilà, le choix c'est vraiment avec ce qu'on a. On travaille beaucoup avec la régie. Voilà, ceux qui s'occupent des collections et de la préservation des collections, des spécimens. Et c'est avec eux voilà, qu'on travaille main dans la main. Et à chaque fois qu'on a un atelier, par exemple, où on veut des spécimens pédagogiques, on travaille avec eux, on regarde lesquels sont à peu près bien pour l'atelier. Ou sinon, on en fait faire. On peut en faire aussi. D'accord. Voilà. Et alors, Mathilde, toi, tu avais un truc à rajouter sur tes accessoires. On ne t'oublie pas, on revient à toi. Alors, je voulais rebondir du coup sur ce que disait Corentin. Ah oui, désolée, on est parti. Non, mais c'était hyper intéressant. Mais on a tous une manière en fait de travailler très différente. Donc ça vient de nos études, de nos passions, etc. Mais ça vient aussi de comment on va vers le visiteur, comment on utilise ces outils-là. Donc c'est vrai que Corentin a beaucoup parlé du chariot pédagogique, mais les peluches, les badges, en fait, moi en tout cas, je les utilise beaucoup. Il peut y avoir certains visiteurs qui arrivent dans un muséum de sciences et qui se sentent un peu, pas mis à l'écart, mais qui se disent est-ce que c'est vraiment accessible pour moi ? Est-ce que même si j'y connais rien du tout, est-ce que je peux avoir ma place dans ce centre culturel ? Et le but, c'est de leur dire oui, tout le monde peut venir, en fait, n'importe quel public, connaisseur, pas connaisseur. Et le but d'avoir ces peluches aussi ou ces badges, c'est d'amener à la conversation et de voir, mais en fait, la personne qui va répondre à mes questions, elle a simplement une peluche de hérisson dans sa poche. C'est quelque chose, tout le monde a des peluches quand on est petit, on fait des collections, etc. Donc c'est quelque chose qui les ancre un petit peu dans la réalité et le fait de se dire, c'est accessible. Donc elle pourquoi est comme pas, moi, en fait. Voilà, elle est comme moi, c'est ça. Elle aussi, elle a des passions différentes, mais elle peut répondre à mes questions et surtout, elle est accessible. Je peux faire le pas d'aller la voir et de lui poser mes questions. Parfois, il y a des visiteurs qui nous disent ah mais alors, je suis désolée, ma question elle va être un peu bête. Typiquement non. Il n'y a aucune question qui est bête et on est vraiment là pour répondre à tout le monde sur quoi que ce soit. Et ça permet de nous humaniser en quelque sorte et de rendre encore plus accessible la science. C'est super. Et pendant que tu parles de ça, garde le micro. Quel est ton plus beau souvenir de médiation ? Alors, c'était une famille qui est venue au muséum et ils m'ont posé des questions sur la classification des êtres vivants. Donc là, c'est un sujet scientifique un peu ardu quand même. C'est pas juste le caca de wombat qui est carré, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Là, c'est vraiment un peu plus compliqué, surtout avec les plus jeunes, essayer de leur faire visualiser un petit peu cette notion de proche parent, qui est proche de qui. Et du coup, on en a un petit peu parlé. Et puis...
je suis rentrée chez moi, j'ai pris le tram pour rentrer. Et en fait, je me suis retrouvée à côté de cette famille dans le tram. Excellent. Et ils parlaient de leur visite au muséum. Et la mère, en fait, était en train de dire à son fils, mais tu te souviens, il y a quelques instants, on était au muséum, on a vu que l'homme, c'est un primate parmi les primates. Ouais. Et le petit garçon n'était pas très d'accord. Il n'était pas d'accord avec ça. Il disait, mais moi, je crois qu'on est quand même au-dessus des autres singes. On n'est pas pareil. Et là, la mère, elle lui a dit, mais tu vois, ça, c'est ta croyance. C'est différent des faits scientifiques qu'on a vus au muséum. Ouais. La dame, elle nous l'a expliqué. C'est des théories. C'est même plus des théories, c'est avéré. C'est des faits qui ont été... voilà, c'est ça. Et il disait, ah ouais, bon, d'accord. Et on sentait qu'il y avait une vraie réflexion et que surtout, là, les parents avaient pris part à cette réflexion et qu'il y avait eu un petit bout de chemin quand même dans leur tête. Ouais. Et moi, j'étais juste à côté et puis je me suis retournée quand même pour les regarder. Et puis ils m'ont reconnue. Donc, j'ai vu un petit sourire et puis le petit garçon qui était là. D'accord. Elle ne vit pas au muséum, elle est juste à côté en fait. C'est une personne comme nous. Et non, c'était un très beau souvenir de voir que ça amène vraiment à la discussion. Ouais. Que même si la discussion elle n'est pas juste après la visite, elle peut être des semaines après, des mois après, mais on s'en souvient et que vraiment on y pense et on repart avec des souvenirs aussi. Et ça pas forcément. Ça a servi quoi. Ça a servi, voilà. Ouais. Et c'est aussi de la contemplation des spécimens, mais c'est aussi parfois des découvertes scientifiques. C'est vrai que c'est une belle histoire ça. C'est pas mal. Corentin, est-ce que tu en as une? On a plein de belles histoires de médiation. Non, mais c'est vrai que... ton moment à toi, c'était quoi? Je dirais que c'était un moment partagé avec les collègues, parce qu'il faut savoir qu'on est une équipe incroyable et qu'on s'entend tous vraiment très bien. Et c'était un dimanche après-midi, c'était plutôt calme au musée, et on était les 4 médiateurs présents l'après-midi. Et puis... on n'en a pas trop parlé, mais il nous arrive de faire des visites flash. Mathilde l'a mentionné rapidement. C'est-à-dire qu'on écrit une petite visite de 15 minutes sur un sujet. D'accord. Et on s'est regardé avec une collègue, Lucie Revelin, et on s'est dit, et si on faisait un flash à 2 voix? On s'est dit, t'as quoi comme sujet? Moi, je peux parler des cabinets de curiosité, et moi, c'était les cabinets d'histoire naturelle. Ouais. On s'est dit, bam, l'évolution des collections. Ouais. On a annoncé ça au micro. Dans 15 minutes, on va vous parler de l'évolution des collections. Les visiteurs sont venus. On est venus et c'était top, en fait. C'était de l'impro totale et ça a directement bien marché. Les visiteurs étaient très contents et ont rebondi avec pas mal de questions. Ouais. Donc voilà, je dirais que c'était ce petit moment. Vous l'avez refait après ? Non, c'était vraiment l'impulsion du moment, grosse impro qui tourne super bien, quoi. C'est ça, parce qu'il faut quand même que les conditions soient réunies et qu'on puisse se permettre d'avoir 2 médiateurs au même étage, que le public puisse accepter. C'est un risque à prendre aussi de faire une impro comme ça. Donc, non mais c'est clair. Mais après de voir comme les gens réagissent, moi je sais qu'aux événements, je trouve ça magnifique de voir les étincelles quand les gens comprennent des trucs ou découvrent des trucs. C'est tellement beau, ça vaut tout, quoi. Enfin, ça donne envie de continuer. C'est magique, c'est vraiment magique. Et Lucie, donc toi, est-ce que tu as un moment de médiation que tu as vu peut-être ou des trucs que tu as mis en place ou tu avais peur que ça marche pas et finalement ça a bien pris? Quel est ton souvenir le plus marquant? Oui, alors moi c'est différent parce que je ne fais pas de médiation postée. Par contre, je m'occupe des projets, oui. Et alors, j'en ai pas un précisément pour l'instant parce que je suis là depuis janvier. Donc, mais par contre, c'est tous les projets qu'on peut mener à bien. À chaque fois que je vois les médiateurs s'épanouir dans leur... alors, ça fait très bateau, mais vraiment, je le pense sincèrement. À chaque fois, comme le podcast... de maintenant, je me rends compte que tout ce qu'on va mettre en place pour les visiteurs, ça aide aussi les médiateurs. On sent vraiment que c'est un échange, que c'est un partage. Et moi, à chaque fois que chaque projet aboutit à quelque chose où il y a des échanges et c'est dans le bon sens et il y a du plaisir partagé, moi, je suis très heureuse. C'est gagné, en fait. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et puis, on se rend compte que parce qu'on travaille beaucoup en amont, c'est les médiateurs qui font, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup en amont et de voir que ce travail-là est mis en avant comme ça par les médiateurs, ça c'est très beau. En tout cas, ça me satisfait. Quand on construit une expo comme ça, est-ce qu'on construit la médiation? Est-ce qu'elle est pensée en amont?
Ou est-ce que, je suppose qu'il y a un gros morceau d'impro au fur et à mesure, je suppose que quand on fait des expos, au bout d'un moment, alors ils me disent oui de la tête, parce que vous ne pouvez pas les entendre, mais Corentin et Mathilde me disent oui de la tête, il y a forcément de l'impro, mais bien sûr, la médiation, ça se pense en amont. Quand on crée une expo, on pense à la médiation qui va être incorporée. Ah oui, complètement. Alors, à partir du moment où l'équipe de Muséo va créer l'exposition, on va avoir des réunions où là, il y a le pôle médiation qui va intervenir et puis voilà, on va réfléchir à comment intégrer la médiation dans cette exposition. Après, on en parle avec les médiateurs et puis c'est eux, après, qui font vivre l'exposition. Donc, il y a toujours des ajustements. Ils vont peut-être... en parler, mais effectivement, à chaque nouvelle exposition, il y a un parcours qui est créé, évidemment. Et après, c'est à eux de se l'approprier. Et puis, ils nous font des retours. On les entend, on les écoute, et puis on réajuste. On apporte de nouveaux outils de médiation aussi. Voilà, là, j'aimerais bien placer cette photo parce que c'est vrai que ainsi de suite. Des outils de médiation comme des petites figurines, ainsi. Enfin, voilà. On peut totalement adapter une fois que l'expo est créée. Mais il y a un parcours qui est déjà fait en amont. Ok. Ouais, les expos, les nouvelles expos, ça se passe comment ? Les nouvelles expos, déjà la première partie, quand il y a une nouvelle exposition, c'est de se l'approprier, puisque nous, on ne crée pas les expos. Donc, il y a toute une partie où nous aussi, on découvre le thème abordé, on découvre les spécimens aussi. Donc, nous, il faut qu'on se forme sur ça. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on a des réunions sur le contenu, sur ce qui va être mis en place, sur tout ce qu'il y a autour aussi, puisqu'il y a très souvent des ateliers, des visites scolaires qui sont proposées. Donc nous, voilà, il y a une première partie où on apprend l'exposition, on essaye de se l'approprier, d'avoir des nouvelles connaissances. Et puis après, il y a toute la partie où vraiment, une fois qu'on a les connaissances, on arrive à les donner au public. On se nourrit aussi des connaissances de ses collègues, puisqu'on a tous, de par nos parcours, nos envies, des connaissances différentes. Donc on va se nourrir les uns des autres, on va se nourrir de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde, des visiteurs aussi. Il ne faut pas oublier que les visiteurs nous posent plein de questions et que parfois on ne sait pas répondre et que c'est pas grave de dire qu'on ne sait pas. Mais du coup, en se nourrissant des questions des visiteurs que nous, on n'aurait peut-être jamais imaginé, on va se renseigner, on va en savoir encore plus. Donc il y a aussi toute cette partie-là où on va avoir vraiment le lien avec le public et se dire, ça, il va falloir que je creuse. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent, donc ça serait bien que j'en sache un peu plus. Et puis là, c'est vraiment la partie où on est à l'aise dans l'exposition, où on se l'est approprié, on a une bonne manière de la montrer au public. Et puis voilà, c'est à peu près comme ça, en tout cas, que moi, je fonctionne. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, pas grand-chose, tu as dit l'essentiel, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu peur avant une exposition de pas saisir tous les enjeux qu'il y a autour, de pas savoir répondre au public. Alors assez vite, on se rend compte qu'il y a quelques questions qui reviennent constamment, donc celles-là, on les maîtrise très vite. Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas, et pour ça, on a un autre outil, on a toujours une petite tablette avec nous, une connexion Internet. D'accord. Et notre ami Google. Google, c'est l'ami de tout le monde, je crois. C'est ça. Donc les visiteurs disent souvent, ils savent tout. Alors nous, non, mais avec la tablette, oui, on s'en sort. Donc des fois, on peut nous voir sur une tablette, on n'est pas en train de ne rien faire, c'est notre lieu de travail, on est sans doute en train de chercher la réponse à une question ou de préparer une nouvelle visite flash. Mais non, voilà, c'est vrai qu'il y a toujours l'excitation, l'appréhension un peu du début de l'expo, et puis ensuite, ça se passe très bien. Je pense qu'on est convaincus. Là, on arrive à la fin de cet épisode. C'est passé très vite. C'était hyper intéressant tout ce que vous avez raconté. Je pense que tous les gens qui nous écoutent sont hyper convaincus que vraiment c'est un rôle déterminant auprès des publics, que probablement les musées qui n'ont pas de médiateur, c'est dommage. Peut-être que ça marche moins bien ou qu'il y en a peu. Mais Lucie, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé quant à cette importance par rapport au public des médiateurs ? Je pense qu'on a un peu fait le tour. C'est vrai que tu disais que des fois il y a des musées, en fait moi, la première, des fois je rentre dans un musée d'art contemporain par exemple, et puis c'est vrai que j'aimerais bien avoir l'avis de l'artiste ou alors, et je trouve que ça amène une expérience de visite importante en fait. Donc nous au muséum on a une équipe qui permet d'humaniser la rencontre entre le public et le muséum. On accueille tous les publics aussi, ça c'est très important, et je pense qu'avoir un médiateur scientifique ça permet que tous les publics puissent se sentir à l'aise. C'est-à-dire qu'un enfant, alors on fait des ateliers crèches, donc vous imaginez à quel point la médiation elle est assez large. Donc ça va du 3 ans à beaucoup plus loin. Voilà. Voilà.
Mais ce qu'on veut, c'est que chacun se sente à sa place et que chacun ressorte avec une belle expérience de visite, avec des connaissances en plus peut-être, et puis qui se sentent pas mal, parce que c'est vrai que des fois, je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois, on est rentré dans un centre culturel, dans un muséum ou peu importe, où il y avait quelque chose d'exposé. Et on n'a pas compris. Et il n'y avait pas de lien entre ce qui est exposé et les visiteurs. Et on se sent bête, on est sur sa faim, on se dit d'accord, alors qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai appris ? Peut-être que ce que j'ai compris, c'est pas du tout ça. Et donc, voilà, je pense qu'au muséum, on a cet avantage-là. C'est super pour le public, pour nous aussi, parce qu'avoir des retours des visiteurs, ça nous permet de progresser, de savoir vers où se tourner pour les prochaines expositions. Ça, c'est super. Ça permet de favoriser l'égal accès à la culture scientifique aussi, et à l'appropriation des contenus, parce que tout ce qui est dans une exposition, tout ce qui a été écrit et tout ce qui est sur les tablettes, des fois on peut ne pas comprendre. C'est pas grave. Donc les médiateurs, ils sont là pour expliquer un peu mieux, vulgariser entre guillemets. Et nos médiateurs sont là aussi pour valoriser les collections et les expositions dans leur diversité. On a une exposition permanente, on a 2 expositions semi-permanentes et on a des expositions temporaires. Donc effectivement, ça permet d'avoir un roulement de nos collections, et les médiateurs sont là pour les mettre en avant. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Mais en tout cas, de vous entendre parler, c'est vraiment top, et surtout que vous avez un médiateur et une médiatrice passionnés, mais j'en ai vu d'autres ce matin et c'est vrai qu'ils ont tous l'air pareils, donc c'est vraiment génial. Merci beaucoup à tous les 3. J'espère que vous avez aimé faire cet épisode. En tout cas, nous, ce qui est sûr, je pense que les auditeurs et les auditrices seront d'accord, mais c'était vraiment passionnant. Je pense qu'ils regarderont les médiateurs différemment, les médiatrices. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous venez visiter le Muséum de Bordeaux, de venir faire un coucou, aller chercher les gens en blouse blanche et leurs petites peluches et leurs badges, et venez leur poser toutes vos questions. Merci beaucoup en tout cas à vous 3, c'était top. Merci Mathilde. Merci à toi, c'était hyper intéressant de pouvoir valoriser notre métier et le faire connaître au plus grand nombre. Je suis contente, parce que c'est vrai qu'effectivement la médiation au musée, on ne sait pas forcément à quoi ça sert et qui sont ces gens, et là je trouve que vous avez vraiment donné un très beau panorama. Merci Corentin. Merci à toi. Et merci Lucie. Merci beaucoup Elodie, et on vous attend nombreux au muséum. Voilà, exactement, et à très très bientôt. Moi je vous attends nombreux pour un prochain épisode de Simple. Merci.